Conseil pour les jeunes, soyez curieux, intéressez-vous, soyez les plus early adopteurs possibles de tout. Gardez-vous 10 à 20% de votre temps pour apprendre, progresser, changer d'idée, changer d'avenir. Et surtout, l'avenir, comme il sera incertain, créez votre propre certitude dans cet avenir incertain. Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. Trop cool d'être avec toi aujourd'hui pour commencer la saison 3. Exactement, oui, mais trop cool d'être trop content d'être là en fait. Ouais, en même temps, je crois qu'on a déjà fait 2 podcasts quand on préparait celui-là. Un premier au téléphone, un deuxième sur Teams. On a refait le monde, on a regardé la conférence. Enfin, merde, on aurait dû l'enregistrer. C'est à peu près ça, oui, c'est à peu près ça. Bon, du coup, de ce que j'ai compris un petit peu dans ton parcours, je pense qu'on pourrait un peu t'appeler le baroudeur de l'entrepreneuriat. Oui, on pourrait, oui, parce qu'en plus, je ne dis pas, et surtout, je n'écris pas tout ce que j'ai pu faire, mais oui. Je m'ennuie assez vite. Donc je fais quelque chose, une fois que ça marche, j'essaie de le scaler. Quand je commence à m'ennuyer, j'essaie de trouver une solution pour le transférer à quelqu'un et après j'essaie de passer à autre chose. Donc je suis en général sur des cycles de 3 ans. Voilà. Et ça le fait plutôt bien. Alors du coup, il faut que tu m'expliques quelque chose. Pourquoi je dis du coup à chaque fois, parce que ça fait déjà 2 fois depuis le début du podcast. Oui. Petit laïus à Laurent, qui doit sauter sur son siège. Non, comment est-ce que tu es passé de quelqu'un qui a fait 8 ans, je crois, ou 9 ans chez General Electric? Ouais, 8 ans, 8 ans et demi, ouais. Un parcours mais complètement scolaire, le salarié, oui, tout à fait, ouais. Parfait modèle. Ouais. Et là, tu es parti dans tous les sens. Et quand en fait, on regarde ton LinkedIn... J'étais déjà parti dans tous les sens avant. Mon LinkedIn, il commence à General Electric, mais avant GE, il y a à peu près 7-8 ans qui n'apparaissent pas. Okay. D'ailleurs, ceux qui regardent mon profil LinkedIn pourront remarquer que j'ai mis aucune formation. Déjà parce que ça n'a pas de sens. J'ai été sollicité il y a quelques années par une entreprise qui voulait me recruter et qui me demande, lors du premier entretien, quelle mention vous avez eu au baccalauréat. Je dis, c'est bon, quoi, mention au baccalauréat. J'ai dit, ok, et pourquoi ne pas parler du concours général et de mes réussites au concours général? On m'a dit, mais c'est quoi le concours général? J'ai dit, ok, merci, au revoir, et je suis parti. Donc, mon cursus n'existait pas. J'ai vraiment commencé ma vie sur LinkedIn à cette activité chez GE parce que c'est ce qui me paraissait le plus cohérent au niveau explication. Et je pense que je vais faire le ménage par le bas parce que maintenant, c'est tellement loin tout ça que ça n'a plus de sens. Et j'ai quelqu'un qui, il y a 2 jours, m'a contacté sur LinkedIn en me disant « J'adore votre parcours de CTO ». Je lui ai répondu « Mais quel parcours de CTO ?» Il m'a recité ça. J'ai dit « Ah oui, mince, c'est vrai ». Ok, c'est vrai, j'ai eu ça dans une autre vie, mais bon, c'est plus le cas maintenant, quoi. Donc je ne peux pas me définir par ce que j'ai fait avant. Je peux me définir par le fait que j'ai été plein de choses, mais ce n'est pas une définition en soi. Ça fait même un peu flipper tous les gens qui, eux, n'ont pas eu tout ça. Qui soit se sentent supérieurs, soit se sentent inférieurs, en tout cas ne se sentent pas à l'aise. Donc il va falloir que je fasse le ménage là-dedans. Mais oui, GE, c'était vraiment le métier de vente de solutions IT, solutions, services, hardware. J'étais dans une boîte qui était le plus gros vendeur de hardware informatique en B2B en France et en Europe, puisqu'on représentait 30% du chiffre d'affaires de Compaq, HP, IBM dans les grands comptes, donc c'est un truc énorme. Et puis un jour, je me suis dit, c'est bien, mais le service, toi, tu en fais cadeau. Il y a des gens qui arrivent à le vendre, ce qu'on appelait à l'époque des SS2I, qui sont maintenant des ESN. Ils arrivent à le vendre, mais comment ils font? Parce que moi, je suis quasiment obligé de l'offrir, quoi. Je me suis dit, va voir ce qui se passe là-bas. Et je suis allé voir ce qui se passe là-bas. J'ai vu pendant quelques années, j'ai vu que ce n'était pas du tout fait pour moi. Elles étaient déjà à l'époque comme elles sont maintenant, de la même façon. Et il y a aussi, comme j'étais du côté ESN, du côté corps, je me suis aperçu que je recrutais des gars qui avaient des profils d'ours, qui étaient des mecs super sympas, qui dès qu'ils rentraient chez moi se transformaient en docteur, en Mr. Hyde, alors que c'était Dr. Jekyll au départ. Et je me suis dit, je peux pas. Les gars, ils sont intelligents, ils deviennent cons. On est dans un système, mais c'est vraiment ça. Hein, et je suis désolé pour les gens dans les ESN, mais elles n'accueillent pas de façon sympa. Enfin, le corps n'est pas très sympa et c'est un peu une machine à broyer. Donc j'ai dit, c'est pas du tout pour toi. Je me suis placé chez un client, alors je passe l'histoire parce qu'on en a pour 2 heures, et après j'ai traîné chez ce client, je suis rentré en tant que chef de projet IT dans le retail, je trouvais ça très sympa, et après j'ai posé un premier intranet, tout le monde est tombé des nues parce que dans le secteur d'activité, c'était en plus de l'open source, c'était complètement incroyable.
Après, j'ai implémenté la Google Suite, donc c'est vraiment du cloud. Ok. Vraiment, la Google Suite, ouais, c'était l'une des 5-6 premières entreprises en France à implémenter la Google Suite dans une entreprise, à la place de Microsoft Office ou Microsoft 365. À l'époque, c'est même pas ça, c'était vraiment le côté hardware. Et d'ailleurs, l'IT m'en veut encore, plus de 10-12 ans plus tard, parce que c'était pas leur truc. Et puis ensuite, j'ai le directeur général de l'époque qui s'est aperçu que j'avais un blog, que j'étais sur Twitter, que j'étais sur LinkedIn et ça, et qui a trouvé pertinent de me dire de développer les réseaux médias sociaux au sein du groupe. Donc je suis devenu ce qu'on appelle maintenant le Head of Social Media d'un grand groupe de retail. Ça a très bien marché, ça a duré 3 ans, hein, comme tout le reste. Et j'ai refilé le bébé ensuite à ces gens-là, puisqu'on a été racheté, et il a fallu rebasculer de Google Suite à Office. Et quelqu'un à l'IT a eu la bonne idée de dire « mais c'est Patrick qui s'en est occupé, est-ce que tu peux revenir ?» Et j'ai traîné là-dedans, et puis après, voilà, je passe sur ce côté-là. En parallèle de ça, quand je suis rentré dans ce groupe-là, je me suis dit, il ne faut pas que je perde tout ce que je savais faire avant, parce que je suis du genre, c'est un muscle, hein, si on ne l'entretient pas régulièrement, ça se délite. Donc j'avais obtenu l'autorisation de continuer cette activité, toutes les activités que j'avais, qui ne sont pas du tout en concurrence avec celles que je faisais en tant que salarié. Et j'ai continué à accompagner des gens, à les aider à se développer sur les réseaux, les médias sociaux, à faire du conseil sur la vente, sur la performance commerciale, parce que je l'ai fait pendant des années. Un peu sur l'IT aussi, mais l'IT, j'ai vraiment pris du recul parce que l'IT ne fonctionne pas à la même vitesse que le marketing, le digital, etc. C'est un peu antinomique de dire que l'IT ne fonctionne pas à la vitesse du digital, mais on en est vraiment là. Et c'est des temps longs, moi j'aime bien être sur des temps courts, de la réactivité, des choses innovantes. J'ai tendance à être un peu trop early adopter de tout. Mais tu ne penses pas que c'est lié aussi à la data et à la sécurité? Parce que l'IT, il brasse souvent des informations qui sont les boîtes mail, les données personnelles des personnes. Non, en fait, c'est dû à un legacy. C'est dû à un legacy énorme. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un legacy, c'est le patrimoine informationnel et technique de l'entreprise. En gros, on installe des logiciels de compta en 1990 et il faut qu'ils fonctionnent encore en 2020. On n'a pas forcément mis à jour. On se dit on va mettre SAP. SAP, ça coûte un bras. On garde quand même le logiciel de trésorerie là-bas et qui n'est pas compatible avec l'autre. Ça coûterait beaucoup trop cher dans l'entreprise. Beaucoup de patrons d'entreprise voient l'informatique comme étant un centre de coût et pas un centre de profit, alors que c'est une énorme erreur. Et les informaticiens, notamment les patrons de l'IT, sont des gars qui ont un vrai problème d'identité et d'affirmation de soi dans l'entreprise. On voit très rarement un patron de l'IT devenir patron de la boîte. C'est arrivé chez HP une fois. Les patrons de boîte, ça peut être d'anciens directeurs commerciaux, d'anciens directeurs des achats, d'anciens directeurs financiers, beaucoup plus rarement des RH, jamais des patrons d'IT. Jamais, jamais, jamais. C'est des gens qui en plus travaillent sur des temps très longs. On leur demande de faire une chose, les projets durent 1 an, 2 ans, 3 ans. La moindre modification, il faut revenir en arrière. Il y a de la régression, il y a du legacy à gérer, il y a du nouvelle IT. Et puis depuis quelques années maintenant, avec l'arrivée du cloud, il y a le shadow IT, où n'importe quel patron du marketing peut se faire sa suite logicielle, tout en cloud, tout en application mobile, sans rien demander à l'IT, et ça fonctionne. Et ça, les patrons d'IT, on peut. Alors c'est vrai qu'il y a la sécurité, mais le problème de la sécurité, il n'est pas dans l'IT, il est entre le clavier et le dossier du siège. Le problème de la sécurité en IT, c'est le bonhomme, c'est l'individu. Donc il faut le former, il faut lui expliquer comment ça fonctionne, il faut le mettre à niveau. Moi j'ai quand même rencontré il y a encore quelques jours des patrons d'entreprises qui ne comprennent pas qu'en cliquant sur un lien de partage de documents Google, leur adresse mail apparaît de l'autre côté. Ils sont encore complètement étonnés de ça. On parle quand même de technos qui ont 30 ans, quoi. Et de gens qui auraient dû savoir ça il y a 30 ans, bon, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Tu peux récupérer toutes les datas sur le fichier. Voilà. Où est-ce qu'il a été créé, sur quel Mais oui, poste, donc, quelle date. si tu veux, on est vraiment dans une espèce d'incompétence. On part du principe que l'IT, c'est un peu comme l'oxygène ou l'eau. On en boit, on respire, on ne remarque même pas qu'on boit de l'eau ou qu'on respire au quotidien, mais en fait, on respire. Et l'IT, c'est ça. On part du principe que parce qu'on sait manipuler vaguement une souris, on devient informaticien. D'ailleurs, il y a 2 choses qu'on ne vérifie jamais dans un cursus en entreprise quand vous êtes recruté. C'est votre niveau d'orthographe, et je me bats contre ça. Il y a la certification Voltaire qui pourrait permettre à tout le monde de savoir où on se situe et pas donner à un gars qui doit rédiger des mémoires lourds en entreprise cette fonction-là alors qu'il fait une faute toutes les 3 lignes. C'est pas son job, il sait pas son truc, sinon il aurait fait l'effort avant, ou peut-être. Et la deuxième chose, c'est la compétence en bureautique. Il y a un autre truc qui s'appelle le PCIe, qui existe depuis 20 ans, qui te donne des niveaux en matière de bureautique et qui t'explique que là, tu n'es pas bon, mais on va te former, on va t'améliorer. Les entreprises ne vérifient pas ça.
Elles vont te demander les 14 diplômes que tu as eus, les mentions que tu as eues, etc., même 20 ans après. Par contre, elles ne vérifient pas que tu es compétent en bureautique, en IT, en usage de l'outil informatique. Et pourtant, c'est le nerf de la guerre, quoi. Parce qu'on part du principe que si tu sais utiliser une... Enfin, on part du principe que tu sais faire, parce que ça fait 20-30 ans que ça existe, donc voilà. Alors que non, ça évolue trop vite. On ne peut pas tout savoir. Donc c'est un vrai sujet. Et du coup, ça se met en confrontation avec le digital. Ça se met en confrontation avec le digital parce qu'au lieu de se dire on a un socle IT, on fait confiance à l'IT, on a une vraie méfiance par rapport à l'IT parce que quand on leur demande un truc, le premier réflexe c'est de dire non. Au lieu de dire je sais pas, je vais voir, ils disent non, c'est pas possible, c'est pas dans la liste de logiciels, c'est pas dans la liste de ça. Donc au lieu d'avoir Photoshop avec la bonne licence et tout, on a Canva ou Canva, peu importe comment les gens le disent, sur son mobile et on fait des tas de visuels à toute vitesse, alors que c'est pas du tout dans l'IT, quoi. Ou alors on utilise le ChatGPT et en se disant mon Dieu, nos données vont à l'extérieur, alors que pas plus que ça, parce qu'en fait elles vont nourrir une masse de données que personne ne va espionner. Et c'est vrai que là, on a un vrai sujet. En fait, si tu veux, moi je pense que les ventes, le marketing, la com doivent s'articuler entre elles et se reposer sur un bon socle IT pour que ça fonctionne. Ces trois-là doivent très bien fonctionner. Tu as un sujet que tu as évoqué, c'est que tu as beaucoup d'informatique qui existe depuis maintenant plus de 30 ans, parce que ça a commencé pour les très grosses boîtes dans les années 80. Donc tous les logiciels, les premiers trucs qui ont été saisis, c'était la compta et l'administration, les premiers qui sont sortis. Aujourd'hui, les plus gros problèmes de data en legacy, comme tu disais, c'était réussir à garder la compatibilité de toutes les data et de les transférer. Problème qu'il n'y a pas du tout dans le digital. Parce que dans le digital, aujourd'hui, mis à part le fait que tout appartient à Meta maintenant, donc que tout est sous la même licence, ils utilisent tous les mêmes protocoles de gestion de données et ils font tous l'extraction des mêmes données. Les mêmes ciblages, les mêmes le positionnement géographique, etc. Ce qui fait qu'en fait, quand tu fais de l'extraction de données, tu peux très facilement le prendre d'un endroit et le rebalancer à l'autre. C'est un peu le nouvel ère des API qui répondent tous au même code pour que ce soit plus facile justement à implémenter avec de l'automatisation type un Zapier, etc. Exactement. Ou FTTT, etc. C'est ça. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment là aussi où il y a une séparation qui se fait entre l'IT et le digital. Parce que en IT, tu fais du no-code, c'est pas possible. Oui. En digital, et tu vois où je veux en venir, tu fais du no-code. Et tout de suite, tu as un gourou et n'importe qui peut le faire. Oui, je suis d'accord là-dessus. En plus, les gars de l'IT s'imaginent que tu leur prends leur boulot, alors que ce n'est pas leur boulot de faire ça. On est d'accord. Et puis il y a aussi deux notions en matière de données. D'un côté, ils ont des données froides, des données qui ont des très longs temps d'utilisation, d'usage et de vie. Les données de la compta, de la gestion, de la paye, c'est tout très très long. C'est des données qu'on va garder des années. Et de l'autre côté, en communication, marketing, vente, les données, elles sont extrêmement volatiles parce que le client d'il y a un mois, ça ne sera peut-être pas le même client que dans 2 mois. Donc ces données, elles sont amenées à bouger très très vite. Elles sont très sensibles, mais elles sont amenées à bouger très vite. Tu peux vraiment comparer ça, je pense, au gouvernement français, la gouvernance de l'IT dans certains groupes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de lois et de règles. Oui, en plus, même pas de l'aspect légal. Tu sais même plus ce que tu peux faire. Non, l'aspect légal, c'est un vrai sujet. L'aspect légal, c'est un vrai sujet. En plus, il y a l'Europe qui vient se coller dessus. Tu as des millefeuilles comme ça, légaux, qui viennent se coller. Et c'est vrai que ça devient très complexe. Mais c'est la raison pour laquelle le Shadow IT existe partout. Moi, à une époque, je faisais des interventions chez Google, rue de Londres, voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois et à la fin, j'avais des patrons d'IT qui venaient me dire « Oui, super, est-ce que vous ne pourriez pas venir me dire ça dans ma boîte ?» alors que je ne pensais pas avoir la légitimité pour. Mais eux n'étaient pas prophètes dans leur pays. Dire que le Shadow IT, c'est quelque chose qui doit être intégré dans le processus de gestion de l'IT, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais même maintenant, moi je parle de ça il y a 10 ans, alors qu'on n'a pas le choix, il est là. On ne va pas dire niet, on ne va pas mettre des pare-feux partout, on ne va pas brider les gens. Les gens, tôt ou tard, et moi je l'ai vu arriver avec les plus jeunes générations, les gars ils arrivent avec leur MacBook Air sous le bras, ils se connectent en Wi-Fi sur leur téléphone, ils font de la data et fini. Qui est tout simple. Toutes les boîtes du CAC 40 qu'on a, pas besoin de les citer, de toute façon il n'y en a que 40. Il y en a 40. À chaque fois qu'on fait des vidéos, ils savent que la majorité des boîtes du CAC 40, c'est du B2C. Oui. C'est de la grande distribution. Oui, c'est souvent donc, B2C. Oui. Ça finit où? Ça finit sur Facebook et Instagram. Oui, tout à fait. Eh ben, tu seras sur le cul de savoir que la majorité, ils n'ont pas accès à Vimeo, ils n'ont pas accès à Dropbox. Oui, je sais. Donc, j'en suis conscient. Quand tu dois leur envoyer les vidéos, certes, ils ont leur compte Instagram d'entreprise auquel ils ont le droit d'accéder, mais tous les outils qui vont permettre de leur envoyer une vidéo pour la mettre dessus, ils n'ont pas. Et qu'est-ce qui se passe? On leur envoie des liens replay qui téléchargent sur leur téléphone, qui renvoient soit par le mail, soit sur clé USB, sur leur ordi. Mais ça m'étonne pas. Et tu te dis, mais on marche sur la tête. Parce que là,
C'est l'outil numéro 1 de diffusion. Il y a quelques années, un dirigeant d'entreprise dans laquelle je bossais m'a donné la mission de développer la partie social media. Donc je suis devenu Head of Social Media. Et le premier truc que j'ai fait, vérifier les comptes Facebook, machin, enfin tout ce qui existait, quoi. J'avais accès à rien. Donc j'ai été voir l'IT m'a dit non, c'est normal, c'est bloqué. J'ai dit, ok, j'ai initié une réunion avec le DG, je lui ai dit je peux rien faire parce que ça, donc je peux tout faire, mais il faut que j'amène mon PC de la maison. Le gars dit mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'on n'a pas accès à ça? Je dis décision de l'IT, regarde. Et brutalement, je leur ai expliqué que le marketing et les achats, ça serait bien qu'ils aient accès à tout ça, parce que leurs fournisseurs leur envoyaient des liens vers des sites, vers des vidéos sur YouTube. Les PDF étaient chargés sur la page Facebook de l'entreprise, donc ils accédaient à rien, donc ils le faisaient le soir chez eux. Il m'a dit mais c'est délirant. Je dis ouais, c'est délirant. Donc seulement les data SR, en plus niveau RH, tu fais bosser les gens. Mais complètement. Et voilà. Et ça, c'était le sujet. Les directeurs de magasins, en retail, il fallait qu'ils rentrent le soir chez eux. Ils passaient le soir à 20h, ils arrivaient, ils téléchargeaient tous les fichiers, ils les regardaient, ils les imprimaient chez eux pour ensuite les emmener dans les magasins. Ça devenait du délire. Bon, ça a été amélioré assez rapidement parce que j'ai levé le lièvre. Mais si je n'avais pas levé le lièvre, la fameuse phrase « mais on a toujours fait comme ça », elle jaillissait en permanence, quoi. Du coup, tu as refusé de stagner dans une société et tu as toujours, on va dire, suivi l'innovation. Tu t'es laissé emporter. Ouais, mais j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que tous les 3 ans, même quand j'étais longtemps dans les entreprises, tous les 3 ans, on m'a changé de périmètre. J'ai accepté à chaque fois, parce que sinon je serais parti. Et j'ai changé de périmètre à chaque fois. Et ça, c'est vraiment étonnant. Parce que partir de la vente, passer par l'IT, puis ensuite par la gestion de projets transverses, puis ensuite par le digital, puis ensuite par la com, ensuite, etc., etc. Si tu veux, c'est des choses qui sont assez peu courantes. Alors déjà, tout le monde ne peut pas le faire. Tu as des gars, ils sont directeurs financiers depuis l'école jusqu'à la retraite. Moi, j'admire ces gars-là. Ils doivent vraiment aimer ce qu'ils font. Moi, j'adore ce que je fais, mais pas longtemps. Parce qu'à un moment donné, si tu veux, il y a un petit oiseau qui passe à la fenêtre et je dis « Oh, un petit oiseau !» Qu'est-ce qui devient cet oiseau? Et hop, je sors. Et je suis l'oiseau en question. Bon, il a été bleu à une époque, donc je suis devenu l'un des premiers abonnés de Twitter en France, et puis après, etc., etc., etc. Quoi, voilà. Et ça, tu l'expliques comment? Cette genèse, finalement, de l'intrapreneuriat, parce que c'est complètement entreprendre au sein des boîtes. Oui, mais je l'ai fait aussi chez G avant, je l'ai fait sur plein de structures. 20 ans avant les autres. Oui, mais en fait... Déjà en 2000, tu as voulu la bouger. Oui, ouais. Oui, tout. Alors, il ne faut pas que je dise ouais, si on m'a dit ne dis pas ouais. Bon, je vais dire ouais, c'est pas grave. Non, mais j'avais la bougeotte, mais j'ai toujours eu ça. Alors, il se trouve que je sais maintenant depuis quelques années pourquoi je suis comme ça. C'est que j'ai une tendance naturelle à m'ennuyer assez vite. Quand on me donne une mission, j'essaie de la faire le plus rapidement et le plus efficacement possible. Et je fais partie de ces gens que Bill Gates adore, où il disait, il y a une phrase, alors je ne sais pas si elle est apocryphe ou non. Laisse-moi. J'embauche que des feignants parce qu'ils trouvent le moyen rapide de faire les choses qui prennent du temps. Exactement ça. Bravo, super. C'est exactement ça. Exactement ça. Et en fait, j'appliquais ça moi aussi. J'ai souvent recruté des gars qui étaient... Enfin, tu sentais le gars, vraiment le gros flemmard, quoi. Mais je lui donnais une mission, il la faisait bien. Et puis en plus, après, ça me libérait le bureau le soir. J'étais tranquille, les gars ne me tombaient pas dessus. Donc moi, je suis un peu comme ça. J'ai tendance à trouver la solution la plus rapide pour faire les choses. Et une grande partie de ma vie, depuis quelques années maintenant, a consisté à essayer de faire croire aux autres que je mettais le temps qu'ils avaient prévu que je mette pour exécuter une tâche. Oui, mais ça, c'est franco-français. C'est parce qu'en France, on achète du temps plutôt que de la compétence. Oui, on achète du temps et de la présence. Il faut que les gens, tu les vois. Le patron, le manager arrive dans son espace, il voit son équipe, il dit c'est bon, ils bossent. Non, en fait, ils sont là. Entre le être là et bosser, il y a une grosse nuance. C'est le fameux problème du présentiel. On adore le présentiel en France. C'est pour ça que le télétravail a, à mon avis, révolutionné le système, parce qu'en télétravail, on te donne une tâche, on n'est pas là pour vérifier si tu l'as fait, on s'attend juste à ce que tu la fasses. Alors, on n'est pas encore passé de la gestion par objectif réalisation, de la gestion du présentiel à la gestion par objectif réalisation. Ça va peut-être arriver dans certaines entreprises, parce que c'est la règle, c'est comme ça que ça doit fonctionner, et que sur 10 personnes, il n'y en a pas une qui fonctionne pareil. Il y en a qui vont être plus lents, d'autres plus performants, d'autres plus rapides. Moi, je me souviens toujours d'une assistante achat qui finissait tout avant tout le monde, qui partait à 5h pile le soir quand elle avait fini, après avoir d'ailleurs pendant 1 heure aidé 1 ou 2 copines à côté qui traînaient. Elle s'est fait haïr par ses collègues parce qu'elle finissait trop tôt. Et on disait, elle a moins de charge que les autres. Alors que non, elle avait non seulement bougé, simplement c'est une fille brillante,
mais brillantissime, qui ne voulait pas se compliquer la vie et qui était restée assistante achat parce que ça lui convenait bien, ça lui permettait de se vider la tête et de faire autre chose à côté. Mais ça me fait penser à un ancien commercial que je n'ai rien contre les assistantes achat, c'est un métier indispensable que j'aurais adoré faire parce que c'est un métier qui est assez structuré et sur des rails. Voilà. Moi, je les aime pas parce que je suis commercial. Et du coup, généralement, quand je les ai au téléphone, c'est pour des remises. Moi, j'arrive à les... des trucs qui... Ouais, non, mais moi, je les aime bien, moi, parce qu'en fait, tu arrives à les... Il faut les motiver. Il faut leur dire qu'elles sont bien, mais qu'elles pourraient être ci, qu'elles pourraient être ça et tout. Et après, comme toi, tu les valorises, parce que j'y étais, moi aussi, j'en ai eu. Comme toi, tu les valorises, elles t'adorent parce que tu leur dis des choses que leur acheteur ne leur a jamais dit. Donc elles te disent, mais ça c'est un gars bien, c'est avec ce gars-là qu'il faudrait que je bosse et tout. Et en plus, du coup, elles commencent à moins aimer leur patron et tu as plein d'infos qui viennent derrière, elles te donnent, elles te font passer sur le haut de la pile, elles décrochent pour toi et tout. La suite que j'avais prévue, c'était blogueur plutôt que boomer, mais en fait, je crois que ça va être crooner plutôt que boomer. Pas bon, je chante très faux. J'adorerais chanter, mais je chante très faux. Mais oui, mais par contre, c'est vrai que étudier les gens, c'est stratégique, quel que soit le métier. Parce que toi, du coup, la genèse de blogueur, enfin du fait que tu mènes ce blog, c'était une volonté tout de suite de communiquer aux autres? Non, en fait, j'avais un premier blog il y a très longtemps, que j'avais appelé modestement le Barablog, je ne sais pas quoi dire, un Barabé, le Barablog, que j'ai transformé ensuite en Web Routard. Web Routard, je trouvais ça fun. Hachette US m'a appelé en me disant vous arrêtez, Routard, vous n'avez même pas le droit de le mettre en rêve parce que c'est déposé dans tous les sens. Donc j'ai eu 2 courriers d'avocats, etc. J'ai dit ok. J'ai transformé en un autre nom et ce blog-là qui est très très vieux, il est en sommeil dans un coin et d'ailleurs il va falloir que je vérifie pourquoi il est plus visible. Il doit y avoir une histoire, il est plus visible depuis une semaine ou 2. Et il y a quelques années, je me suis dit fais un truc plus structuré, plus clair avec des billets courts. Et j'ai appelé ce blog 2K47 parce que chaque article fait 2047 caractères exactement. Donc simple, facile à lire, une fois. Une idée, un post et ça part. Mais ça, c'est déjà une réflexion qui est orientée vers le lecteur. C'est plus pour toi. Oui, mais en fait, je cherche... Ouais, là, c'est plus pour moi déjà. Oui, non, je suis d'accord. Oui, non, je suis d'accord. C'est n'importe quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est orienté vers le lecteur. C'était vraiment dans l'idée de dépasser la limite que mettaient à l'époque les réseaux et les médias sociaux. Sur LinkedIn, on était à 1500 caractères, je crois. Sur les autres aussi. Il y avait toujours cette frustration de dire je mets la suite de l'article dans le premier commentaire, ça me saoule, j'ai une idée, je la mets là-dedans. Alors j'ai un peu triché parce que certains articles de ce blog sont 2 ou 3 étapes. Parce que même là, 2047 caractères, ça reste un peu short. Mais ça m'a aussi appris à concaténer les idées et en faire des textes, voilà, vraiment l'essentiel. Et là, du coup, on parlait de 2K47 à AK47. Voilà. Et je ne tire pas à vue, mais bon, il ne faut quand même pas m'ennuyer trop longtemps. Je suis d'accord. Et donc, ça, c'est orienté vers le lecteur, mais quelle était ta pensée, ta réflexion initiale de se dire, je vais ouvrir ce blog? C'était de développer les idées. Rapide, en fait, si tu veux, moi, quand je regarde LinkedIn, puisque LinkedIn est un des réseaux sur lesquels je suis le plus actif, je pourrais publier à peu près un contenu toutes les 2 ou 3 heures. J'ai des dizaines j'ai des centaines de vidéos en stock, j'ai des centaines à publier plus tard sur LinkedIn. Si tu regardes ma boîte mail, tu tapes ça, tu vas avoir des pages et des pages de à publier plus tard sur LinkedIn. Et je me suis dit, il y a quand même des trucs qu'il faut que tu poses. Parce que l'idée vient, je la pose, et après je passe à autre chose. Et de temps en temps, je la ressors. J'avais fait comme ça un article sur l'effet Dunning-Kruger il y a très longtemps. Et je me suis dit, ça, il faudra que tu le ressortes. De temps en temps, je le ressors un peu sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Medium ou ailleurs. Mais c'est vrai que le blog, à l'origine, c'était vraiment ça. C'est j'ai une idée, je pense qu'elle est brillante, donc j'essaie d'en faire quelque chose de simple et je la mets à disposition de ceux qui veulent bien le consulter. Je ne connais même pas les métriques de ce blog parce que j'ai beau avoir un tag Analytics dedans, ça va faire des années que je n'ai pas ouvert Google Analytics, j'aurai peut-être une bonne, peut-être une mauvaise surprise. C'est ton cabinet des curiosités. Voilà, c'est un peu ça. Il y a de tout, mais c'est surtout des choses que moi j'aurais aimé lire. Tout ce que je publie comme contenu a toujours été ça, c'est quelque chose que j'aimerais lire. Soit ça va me faire sourire, soit ça va m'apprendre quelque chose, soit ça va me faire réfléchir. J'ai ces 3 métriques-là. À partir du moment où je réponds à l'une de ces 3 questions-là, je pense que ça vaut le coup d'être publié. Ok. Voilà. Mais c'est marrant la gestion des idées que tu as employées parce que j'avais lu un article sur LinkedIn qui parlait de comment prioriser les idées que tu as.
Et j'avais eu un autre article d'un Américain dont j'ai oublié le nom, qui monte plein de boîtes. Et lui, en fait, dans son idée, il monte les boîtes et il n'attend pas de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Il t'explique que tu peux avoir une idée brillante, mais le marché n'est pas prêt, ou ton marketing est à chier, ou la production n'est pas bonne, ça ne va pas fonctionner. Et qu'il y a un business, mais vraiment que tu ne pensais pas réussir, qui explose. Et lui, du coup, il fait un peu de la gestion d'idées, mais avec les boîtes. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut lier les deux? Et aujourd'hui, là où avant, dès que j'avais une idée, tout de suite, j'étais en train de l'analyser. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut la développer, pas la développer? Je la fous dans une to-do. J'ai une to-do dans Task, où toutes les idées qui me passent, mais aussi connes qu'elles puissent être, elles finissent dedans. Et elles laissent là. Je les laisse mourir. Et une fois par semaine, une fois par mois, je reviens dans cette liste. Et avec le recul et ce que tu as vécu comme expérience entre-temps, tu regardes et tu dis, bon, non, celle-là, elle est vraiment à chier, je la dégale. Attends, celle-là, peut-être je peux la combiner avec celle-là. Et ça te fait gonfler, en fait, ta boîte à idées et t'oriente. Et c'est vrai qu'en fait, garder cette trace de choses que tu as eu à un moment donné en tête ou envie de développer, ça te permet aussi de grandir. Et puis même, il y a un côté satisfaction personnelle, parce que des fois, tu reviens sur une idée que tu as eue à un moment. Ah oui, tout à fait. J'étais bien loin de la réalité. Ah oui, mais tout à fait. En tout cas, ça te permet. Mais moi, ça j'ai arrêté de faire. Je faisais à une époque, mais j'ai arrêté de faire. Déjà, j'ai eu des idées que j'ai transformées en entreprise et ça n'a pas marché parce que j'étais souvent en avance sur le marché. Et c'est même pas une fierté de ma part, c'est plutôt que c'est une mauvaise connaissance ou une mauvaise appréciation du système. Et puis on est en France, donc ça veut dire que créer une entreprise, c'est tout de suite très complexe. Il y a beaucoup d'administratifs. Et ça, c'est un truc qui, pour moi, est extrêmement bloquant. C'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que tu prends un marché, le marché qui est américain ou le marché qui est anglais, en fait, ton produit va plus facilement se vendre s'il est innovant. Il n'est pas encore prouvé comme efficace ou pas efficace, tout à fait. Mais il est innovant, toutes les boîtes vont aller dessus. Le marché français, c'est un peu comme le marché italien ou allemand, c'est on va attendre que ça ait déjà fait ses preuves, qu'il y ait des résultats positifs pour qu'on prennent l'initiative d'étudier potentiellement. Oui, mais c'est le syndrome Minitel. Hein. Le patron du Minitel à une époque qui a dit froidement, alors c'est un polytechnicien, c'est quand même pas une quiche qui n'a pas de culture ou qui n'a pas d'éducation. J'ai pas dit qu'il était intelligent, mais au moins il a l'éducation qui va bien et c'est un ingénieur à la base, qui a quand même dit que le Minitel c'était l'avenir et qu'Internet n'aurait aucun avenir et le futur ne serait pas marqué par Internet. Il y a un gars en France qui est un ponte dans son domaine, qui est un ingénieur, qui a quand même sorti cette phrase absolument incroyable. Donc, oui, on peut ne pas être en face. C'était qui? C'était Bill Gates qui avait dit le disquette 512, ça suffira pour une vie. Oui, bah bien sûr. Et puis, pareil, l'autre patron de Microsoft, là, le chauve Ballmer, qui a sorti aussi une quantité de bêtises absolument hallucinantes. Mais on ne remarque que c'est des bêtises hallucinantes que parce que les gars sont à ce niveau-là. Parce qu'en dessous, il y en a des millions qui ont sorti des bêtises encore plus grosses. Voilà. Mais c'est bien qu'un gars comme ça sorte ce genre de bêtises. Parce qu'à côté de ça, il en a quand même sorti des bonnes qui ont bien fonctionné. Il a mis en place un système énorme, donc c'est ça qui est bien. Moi, je revenais, on en discutait tout à l'heure, mais si tu veux, moi j'ai eu l'idée à un moment donné de me dire Windows c'est bien, il y a beaucoup de commerciaux, ils ont besoin de partager des dossiers, il y a des disquettes, il faut arriver au bureau, il faut se brancher, il faut aller sur le serveur, récupérer les infos, les envoyer, on envoyait des fax et tout. On devrait pouvoir le faire en ligne. À l'époque, on avait des petits réseaux qui permettaient de le faire. Il y avait des outils IBM qui permettaient de transférer des fichiers et tout. Et je me suis dit, Internet arrivant, on devrait pouvoir faire ça. Donc j'ai mis en place un système qui ressemblait à un gestionnaire de fichiers, où on partageait des fichiers et des dossiers. Et j'ai commencé à le vendre à 1, 2, 3 clients. On a mis un serveur en ligne avec des jolies icônes. Et ça n'a pas marché, parce qu'en France, même avec 20, 30 clients, il m'en fallait 100, 200, 300 pour lever des fonds. J'ai failli lever des fonds, à l'époque lever des fonds avec une boîte suisse, mais le gars dans le week-end a décidé de retirer ses sous des .com pour les mettre dans les biotech, donc j'ai perdu ça, ça m'a saoulé, je suis passé à autre chose. Et 2 ans après, il y a un pote qui m'appelle en disant « Regarde, j'ai trouvé ça ». Qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie sur Dropbox. Donc 2 ans après, tu as un truc qui s'appelle Dropbox, qui a très bien fonctionné, qui et l'outil que moi j'avais inventé qui s'appelait Sauve Data, parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement, qui faisait aussi du backup incrémentiel, et ben, il n'est pas sorti, ou il est sorti trop tôt, en tout cas trop tôt pour la France et l'Europe. C'est marrant parce que tu as un parcours qui est complètement IT finalement. Oui, à l'origine, oui. Ouais. À chaque fois dans ta prise de décision, tu as pensé à toi et à ce qui te faisait plaisir, du moins ce qui t'attirait. Ouais. Et dans chacune des réflexions que tu as eues quand tu as tout chamboulé dans les boîtes pour les faire évoluer, à chaque fois c'est l'humain.
C'est-à-dire que tu m'as cité que les gens avaient des problèmes d'impression, après ils avaient des problèmes avec les disquettes. En fait, à chaque fois, tu as analysé le comportement des gens, les problématiques et les solutions que tu pouvais apporter. Oui, parce que j'aime apporter des solutions. Et du coup, tu as une réflexion IT qui n'est pas du tout sur le hardware ou le software, elle est sur l'usage. Est-ce que c'est de là que commence à venir cet intérêt que tu as pour la microsociologie? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Mais complètement. En fait, j'ai une particularité dont je ne vais pas parler ici, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre la façon dont les gens fonctionnent et dont les interactions entre les gens fonctionnent. Et ça depuis que je suis né. Donc, il a fallu que j'apprenne. Mais tout pour moi est nouveau. C'est-à-dire tout ce que je fais de façon fluide et naturelle pour les gens qui me connaissent, c'est parce que je l'ai déjà fait avant. Mais si je suis dans un environnement, dans une situation que je ne connais pas, tu as 9 chances sur 10 que ma réponse à ce qui se passe soit la mauvaise réponse. Parce que j'improvise un truc qui me paraît cohérent, mais je me plante. Parce que l'humain est un vrai sujet d'étude pour moi en permanence. Et les interactions entre les humains aussi. Et j'ai commencé à réaliser ça au collège avec les enseignants. Et déjà, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas parler aux enseignants, qu'on parlait à ses potes. Ça a été un premier réflexe. Oui, non, parce que quand l'enseignant fait une connerie, je lui disais, mais là, vous avez fait une connerie. Et on m'a dit que je ne pouvais pas dire ça à l'enseignant. Et quand on m'a dit, tu ne peux pas dire ça à ta prof, je lui ai dit, mais si, parce que je l'ai fait. Je ne comprenais même pas la phrase. Tu vois, tu ne peux pas. Donc, il y a un problème de formulation. Et cet aspect un peu premier degré m'a appris, déjà, il a fallu que j'apprenne le second degré, que j'apprenne les mais non, je disais ça pour rire, je ne voyais même pas ce qu'il y avait de rigolo dans l'histoire, donc j'ai appris tout ça. Et pour en discuter avec des gens qui font notamment de la sociologie, et même des chercheurs en général et des linguistes, je me suis aperçu qu'en fait, je faisais naturellement de la microsociologie, c'est-à-dire j'étudiais les comportements dans des groupes extrêmement restreints, qui sont les familles, qui sont déjà ma famille et puis les familles des autres, qui sont également les interactions entre les amis, les potes, les copains, les interactions entre les équipes, au sein des équipes même, puisque j'ai géré des équipes, j'ai eu des équipes, j'ai travaillé avec des équipes, puis après des équipes transverses, dans des projets transverses, et après même puisque j'ai été amené aussi à travailler avec des gens qui étaient des syndicats professionnels, avec des patrons d'entreprise, mais qui sont en fait des petites équipes. Donc pour moi, tout ça est un challenge permanent et je suis devenu plutôt bon là-dedans. Et un jour, si j'ai le temps, je publierai des études un peu scientifiques, parce qu'en France, on adore les gens. C'est oui, alors vous êtes ça, mais quel est votre diplôme et qu'est-ce que vous avez publié? Une thèse. Exactement ça. Quel est votre diplôme et est-ce que vous avez publié? Si en gros, tu n'as pas le droit en France d'être un expert de quelque chose, si tu n'es pas diplômé de cette chose-là. Donc tu es diplômé à 20 ans, à 60 ans, tu es toujours expert du sujet, ça n'interroge personne. Moi, ça me pose problème, mais bon... Je pense que les gens ont le droit un peu d'évoluer dans la vie, sinon ma vie serait compliquée. Et je suis vraiment dans cette situation où j'en ai fait un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans savoir. Moi, je faisais de la microsociologie sans le savoir. Et maintenant, c'est quelque chose que je développe de plus en plus, que j'analyse de plus en plus sous ce spectre-là, en m'appuyant sur les grandes théories sociologiques, et je les remets à la dose de la sociologie, de la microsociologie, mais on en fait tout le temps. Et pour comprendre comment les gens interagissent entre eux, il faut absolument en faire. Et tu parlais tout à l'heure de données dans les réseaux et les médias sociaux, mais quand tu descends, le plus bas niveau sur lequel tu arrives, c'est toujours des micro-structures. Tu ne descends pas jusqu'à l'individu, puisque maintenant, toutes les lois internationales, en général, interdisent qu'on descende à ce niveau-là. Et l'étape juste au-dessus, en fait, c'est vraiment l'équipe. C'est vraiment les comportements de 15, 20, 30 personnes maximum. Quand les gens font dans les entreprises, notamment dans le cadre d'enquête RSE, c'est en dessous de 5-6 réponses sur un schéma donné, on ne donnera pas la réponse à l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on pourrait définir qui est la personne qui a répondu. Donc ça tombe bien parce que moi, c'est justement l'étage où la microsociologie s'arrête. Donc en fait, toutes les données qui sont disponibles partout, quelque part, un microsociologue, il peut l'utiliser au quotidien. Quand j'étais jeune, je m'intéressais à quelque chose qui était un peu reculé maintenant, qui s'appelait l'ethnologie. L'ethnologie, on n'en parle même plus. Et je me suis dit, j'avais découvert aussi à l'époque la microethnologie, où pareil, on étudiait le comportement. Et j'étais fan de microethnologie, mais j'avais 17, 18 ans. Et je me retrouve quelques dizaines d'années plus tard à m'intéresser à la microsociologie et l'interaction entre les gens et non plus leur comportement dans le temps. Donc il y a la boucle se boucle. Ce qui finalement est un pain béni LinkedIn, puisque c'est de la microsociologie, les communautés que tu crées. Mais complètement. LinkedIn,
on peut performer sur LinkedIn si on attaque les interactions entre les gens sous l'angle de la microsociologie. D'ailleurs, il n'y a pas de secret, hein, tous les résultats que j'obtiens depuis quelques années, c'est parce que j'attaque sous cet angle-là. Je vois comment les gens se comportent, j'en déduis des comportements génériques, en fait, je crée des boîtes et je mets les gens dans ces boîtes et je leur montre, je mets un petit écran au fond de la boîte et je leur montre ce qu'ils ont envie de voir et ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Ouais. Et du coup, tu fais ça par obligation, pour l'argent, non. pour Alors le là, plaisir. tout ce qui est, non, ça je fais uniquement. De toute façon, tout ce que je fais, depuis que je le fais uniquement parce que ça me plaît, pour le fun, etc. Chance pour moi, ça me rapporte de l'argent. Chance pour moi, j'arrive à payer ma nourriture, mon loyer, mes voitures et même des trucs très sympas. Je vis plutôt bien de pas mal de choses, mais j'ai réalisé en fait avec le temps que j'ai toujours été très étonné par le fait que l'on me paye pour faire ce que je fais, parce qu'en général, j'aime le faire et je le fais assez rapidement bien, parce que je m'intéresse à la façon de le faire, de performer dessus, voilà. Et je suis toujours étonné qu'on me paye pour ça. Mais ça fait des dizaines d'années que je suis étonné qu'on me paye pour faire des choses que je trouve d'une évidence absolue. Mais quand je vais dire aux gens, je coûte tant, et que les gens me disent, ok, ils payent, je dis, mais sérieux quoi. Mais avant, tu faisais et tu étais payé pour faire. Oui. Aujourd'hui, tu es payé pour expliquer aux gens comment faire. Oui, alors ça c'est une de mes. En plus, je sais même pas si t'es tombé dessus, mais c'est une de mes devises. Et j'ai fait faire maintenant, j'aide à faire. Je sais plus qui avait sorti ça. Je crois que c'est Jeffrey Immelt, le patron de G. Je sais plus, hein, mais je trouve ça très bien. J'ai fait faire, et maintenant j'aide à faire. Le management, c'est quelque chose qui m'a toujours... j'ai adoré faire ça parce que je travaillais avec des équipes rapprochées extrêmement performantes, des gens qui matchaient aussi vite que moi et qui me servaient d'interface avec des gens plus normaux, on va dire. Et donc ça me permettait d'aller très vite et c'est eux qui distillaient la complexité en dessous. Et après, je suis devenu... j'ai gommé cette partie management pour rentrer dans un rapport plus de consulting. Et là, ce que j'ai trouvé plus simple, c'est d'aider à faire. D'expliquer aux gens. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre les choses. Quand je les comprends, je trace à toute vitesse, si tu veux, mais je suis un peu comme une locomotive qui, quand elle arrive quelque part, doit construire les rails qu'il y a devant elle pour aller très vite. Mais une fois que les rails sont construits, après, elle va à la vitesse d'un TGV. Mais il faut simplement que je construise les rails, parce que les rails ne sont pas là. Donc, j'explique aux gens comment construire les rails. Et puis j'espère qu'ils vont déjà l'emprunter et ensuite l'emprunter le plus vite possible et qu'ils vont se dire peut-être qu'on va faire autre chose après, qu'on va faire un autre rail, une autre direction, un autre voyage, un autre objectif. Mais c'est vraiment l'idée d'apprendre aux gens à être efficaces et performants. Mais pas pour être meilleurs, pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de temps à eux. Parce que quand tu es... L'entreprise en général, le salarié, mais même le patron d'entreprise, tout le monde court après le temps. Pourquoi ? Pour avoir de l'argent. Ce qui est antinomique. Ou tu cours après l'argent, ou tu cours après... Mais il court après le temps pour avoir plus d'argent. Il faut se dire, ok, moi, il y a très longtemps, je me suis dit, j'ai un plafond, je vis avec ça, je vais essayer de ne pas avoir plus de besoins que ça, et derrière, je vais faire le minimum pour pouvoir atteindre ça. Et une fois que j'ai fait mon minimum pour atteindre ça, il me reste plein de plages pour faire d'autres choses très sympas. Il se trouve que les choses très sympas en question, ça intéresse des gens qui sont prêts à payer pour que je les aide à le faire. Donc ça tombe bien. Et là, de digital, c'est quelque chose que je fais. Là, j'ai découvert que sur LinkedIn, on pouvait savoir quand on s'était inscrit. J'ai découvert ça avant-hier, je crois. Et moi, ça fait bientôt 18 ans que je suis inscrit sur LinkedIn. Et au départ, je ne pensais pas qu'un jour, je vendrais une compétence LinkedIn où j'expliquerais à des boîtes comment performer dessus, qu'elles-mêmes, elles feraient de l'argent là-dessus et que... il y a des gens qui fassent des croissances de 25% de leur CA simplement en suivant des conseils que je donne. Et ça me paraît mais incroyable. C'est Warren Buffett qui est très, très, très fascinant là-dessus. Bah oui. Lui, il a un Wells qui a été très très lent, mais il a sorti quand même comme phrase que quand il a appris que l'argent pouvait travailler pour lui, il faisait de l'argent en dormant. Mais oui. Mais oui. Aujourd'hui, en fait, c'est lui qui a la fortune la plus stable parce que tout s'auto-fructifie. Mais exactement. C'est pas lié à un humain ou quelque chose. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai créé un matelas pas de savoir-faire, mais de notoriété. À bas bruit, hein, attention, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas, par exemple, si tu veux, Michael Aguilar, que tout le monde connaît puisqu'il est très très visible sur LinkedIn, c'est un gars qui a une vraie notoriété. Michael Aguilar, moi j'adore Michael, c'est un gars que j'aime beaucoup. Je l'ai vu en conférence, à la fin il y a des autographes, etc. Moi c'est un truc, c'est pas moi ça.
C'est pas du tout moi. Moi, je fais des choses à bas bruit. Moi, je suis en dessous du radar. Mais je suis suffisamment en dessous du radar pour que des gens viennent me chercher et que ça me permette d'avancer. D'ailleurs, être en dessous des radars, ça permet d'avoir la bougeotte, de pouvoir avancer sur tous les sujets sur lesquels tu veux avancer. Ouais. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est l'art de bouger. T'écoutes n'importe quel entrepreneur, il te dira qu'il n'a jamais réussi en restant assis sur son siège et en changeant jamais sa stratégie. Oui, la plupart, oui. Alors, il se trouve que je suis en relation aussi avec des syndicats professionnels, donc dans lesquels il n'y a que des entrepreneurs, hein, forcément. Et le discours que j'ai et les échanges que j'ai avec eux, c'est exactement ça. Alors, une fois que tu as gommé, parce que tu es en France, les problèmes avec l'administration, les problèmes avec les banques, les problèmes avec tout le reste, tu t'aperçois qu'en fait, ils ont vraiment un schéma commun qui est de se lever le matin pour faire des trucs qu'ils ont envie de faire et que peut-être dans 3 ans, ils n'auront plus forcément envie de faire et qu'ils n'ont pas fait il y a 3 ans. C'est des gens qui ont appris le surf en surfant sur une vague qu'ils ont vue. Littéralement, c'est vraiment ça, quoi. Je vois la vague, c'est génial cette vague. Allez, je vais me mettre dessus et je vais surfer, on verra bien. Ouais, ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à bien surfer la vague. Bah, de toute façon, effectivement, je commence à avoir un bon cercle d'entrepreneurs aussi autour de moi. Et par entrepreneur, il y a aussi des très beaux CEO d'industrie française. Et c'est un régal de parler avec eux parce qu'ils ont, quand tu les écoutes, une version tellement simple du fait de gérer 5000 ou 10 000 personnes. T'es effaré, toi, quand t'as 4 problèmes avec 10 collaborateurs. Mais je comprends. Et vraiment, c'est incroyable d'échanger avec eux. Mais tous te disent la même chose. Si on attendait d'avoir la certitude que ça fonctionne, on n'irait jamais. Non. Bien sûr. Et à chaque fois, c'est la prise de risque. Et c'est vrai que c'était un peu comme ça qu'on avait choisi le thème aujourd'hui, qui était l'entrepreneuriat. C'est que finalement, à bas bruit, tout le long du podcast, on a parlé du marketing. Oui, on parle du marketing, oui. Ben parce que le marketing, c'est le nerf de la guerre. Marketing produit, marketing client, c'est le nerf de la guerre. En fait, tu peux être le meilleur ingénieur de la Terre, tu peux créer des produits extraordinaires. Si tu les as pas bien marketés en amont, bien rendus sexy pour le client, et si tu n'as pas repris ensuite en aval la réaction du client pour améliorer ça de façon continue et de façon circulaire, ben ton produit il restera sur étagère et tu auras été le gars génial qui a inventé ce truc-là, qu'on ressortira en noir et blanc dans 150 ans en disant « il a inventé ça, c'était le premier, il était français », c'est souvent le cas d'ailleurs, il était français. Et la deuxième version, 2 ans et demi plus tard, c'est un Américain qui l'a sorti et c'est le truc que vous connaissez maintenant sous le nom de temps où vous êtes 4 milliards à l'utiliser. Et finalement, en fait, pour expliquer à tout le monde, ce podcast, on avait choisi l'entrepreneuriat parce que on a parlé de marketing tous les deux quand on était sur Teams et on s'est rendu compte que toutes les erreurs ou justement toutes les prises d'initiative qu'il y avait en marketing, c'est ni plus ni moins que de l'entrepreneuriat au jour le jour. Tout à fait. Et que dans la stratégie, que ce soit une stratégie de storytelling sur LinkedIn ou même dans une stratégie de constitution sur les réseaux sociaux, faut être entrepreneur. Il faut tester, il faut voir ce qui fonctionne, il faut analyser, il faut faire de la veille concurrentielle. Entièrement. Et surtout, il ne faut pas se dire « Ok, je vais faire ça parce que ce poste a fonctionné chez cette personne ». Non, ça a fonctionné parce que c'est lui. Toi, tu le fais, ça ne fonctionnera pas. Il y a une deuxième composante, c'est-à-dire que déjà, tu dois faire du test and learn tout le temps. Et pour ceux qui se demandent comment fonctionne LinkedIn de façon idéale, je vous invite à suivre une seule et unique personne. C'est Richard Van Den Blom ou Van Der Blom, je ne me souviens jamais si c'est un Den ou un Der, Richard Van Den Blom, qui sort tous les ans l'analyse de l'algorithme, etc. Alors lui, c'est le geek de l'algorithme, il sort un truc, il y a 90% de ce qui sort au moment où il le sort est vrai. Pourquoi ? Parce que les 10% restants, c'est l'algorithme qui a bougé à ce moment-là. Mais c'est vraiment lui qu'il faut suivre. Et dites-vous bien qu'en plus, dis-toi bien, toi, mais je veux dire, tous ceux qui regardent ailleurs, dites-vous bien que 90% de ce que vous lisez en France sur comment fonctionne l'algorithme, des petites infographies, etc., sont toutes inspiré de ce qu'il a sorti une fois par an, de son étude sur l'algorithme, simplement il n'est pas cité. Voilà. Il n'est simplement pas cité. Et moi je le sais parce que j'ai fait la version française 2 fois de suite, même ma version totalement française n'est pas citée. Donc, mais par contre c'est vraiment le gars à suivre. Et quand on le suit lui, on s'aperçoit qu'il a de bonnes métriques. Mais moi j'aime pas non plus dire mais je le dis, quand je fais quelque chose qui va me plaire et me faire rire, me faire réfléchir, me faire penser, voilà, moi. Il se trouve que à certains moments, ce que je fais est très mainstream et je me retrouve d'un coup avec 1 million de vues, 1 million d'impressions, 2 millions d'impressions sur un post. Et le post d'après, il peut en avoir 150 parce que c'est vraiment trop moi et là, c'est beaucoup moins mainstream.
Il n'y a pas de recette. S'il y avait une recette, il y aurait un gars qui dirait voilà la recette de poum, il le vendrait, il ferait un carton. Ça n'existe pas. C'est comme pour élever les gamins. Il y en a qui le font. Oui, mais il y en a qui le font, mais ça ne marche pas plus que ça. S'il y avait un bouquin, genre quelle est la meilleure façon d'élever les enfants et que ça soit la vraie façon, tout le monde l'aurait acheté et on élèverait les gamins comme ça. Non, tout ça, c'est vraiment du feeling, du ressenti. Et comme l'algorithme bouge tout le temps, on ne peut même pas avoir de bonnes recettes. Moi, je suis toujours étonné quand un de mes posts fonctionne. Et je suis encore plus étonné quand il y a des gens sur un post qui ne fonctionne pas qui me disent « Oui, vous avez mis ça pour faire le buzz ». J'ai 1000 vues et 1000 impressions et 3 likes et un commentaire. Je dis « Gars, redescends sur Terre. » C'est pas parce que toi, tu publies rien, c'est toujours les mêmes d'ailleurs qui disent ça, que ça fait le buzz. Je ne fais pas pour faire le buzz. Je fais parce que ça m'a plu, ça m'a fait sourire, ça m'a fait marrer. C'est du marketing en amont et c'est un marketing que j'aimerais voir les gens. Enfin, si un truc me fait sourire, j'aimerais que tout le monde sourie. Si un truc me fait réfléchir, j'aimerais que tout le monde réfléchisse. Si un truc m'interpelle, j'aimerais que tout le monde soit interpellé. J'adorerais avoir sous un truc rigolo que je prends le lundi matin, c'est génial, ça m'a fait ma journée, ma semaine démarre mieux, c'est super, et avoir 10 000 commentaires comme ça. J'adorerais ça. Parce que ça voudrait dire qu'il y a 10 000 personnes qui ont dit « Waouh, qui démarrent bien leur lundi matin ». Ça serait trop fun. Ça ne marche pas comme ça. J'essaye, mais ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et du coup, c'est ce côté conférencier qui t'a amené à la formation ? Alors non, c'est exactement le contraire. Okay. C'est le côté formation qui m'a amené à la conférence. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que la formation, c'est des trucs qui durent 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais que dans ces 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu as effectivement 1 ou 2 heures qui sont vraiment percutantes, impactantes et qui soulèvent les foules. Et au bout d'un certain nombre d'années, j'ai réalisé que sur ceux qui étaient intéressés par la formation, parce que souvent il y a des gens qui sont là parce que leur boîte a dit va faire la formation de ci, va faire la formation de ça, oui. Et ceux qui étaient vraiment intéressés, ils étaient intéressés sur les histoires qu'on racontait. Tu vois un vendeur, tu lui dis les meilleures façons de vendre, c'est les couleurs rouge, vert, jaune, c'est la méthode Spranco, machin, etc. Mais en fait, ce qu'il veut lui entendre, c'est l'histoire que tu as eue quand tu as essayé de vendre à un client des valises Inmarsat et comment tu as fait pour les acheter. Alors la valise Inmarsat, pour ceux qui ne savent pas, c'est une valise, vous l'ouvrez, vous l'orientez, quand ça s'arrête de faire bip, vous décrochez votre téléphone, vous téléphonez, ça marche. Mais même si vous êtes en plein désert, en fait c'est une antenne qui capte un satellite, qui envoie l'info vers le satellite, qui redescend et hop, ça arrive sur le filaire. Donc vous avez eu le téléphone par. Ça, je raconte cette histoire à un vendeur, il me dit mais waouh, c'est génial. Donc une conférence, c'est quoi ? C'est les meilleurs morceaux choisis d'une formation que tu concatènes, que tu mets en musique, tu fais un truc un peu sympa et tu sors. Ça, c'est à mon niveau de conférencier. Je reprends l'exemple de Michael Aguilar. Lui, il est au niveau stratosphérique parce que Michael, c'est son métier. Okay. Moi, c'est une des composantes de mes métiers. Et je transfère comme ça et je transmets de l'information intéressante en très peu de temps à beaucoup de monde. D'où l'intérêt. Ouais. En parlant du commercial, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est assez proche, qui m'a souvent répété la même phrase. Le bon commercial, tu l'entends pas, il te donne des émotions et repart avec ta montre. Mais c'est très vrai. Et surtout, il te pose beaucoup de questions. Il t'écoute. Et toi, tu parles, tu adores lui parler. Et après, tu dis... Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est sympa, ça s'est bien passé. Et effectivement, il t'a embarqué ta montre, ta voiture, ton truc, il t'a vidé la moitié de ton compte en banque, et t'es heureux. C'est exactement ça. Et t'es heureux. Écoute, le nombre de fois où j'ai passé des moments où on parlait, on faisait un déj ou quoi que ce soit, et même pas dans la volonté d'amener cette démarche commerciale, juste parce qu'on a passé un bon moment, on parle de tout et tu arrives au moment du café, putain, t'as un rendez-vous, tu dois speeder, et c'est le client, le prospect qui te relance, qui fait « Ah d'ailleurs, tu voulais qu'on se voit pour me présenter ton truc, il faut qu'on reprenne un moment. » Et là, ça. Tu prends 30 minutes, et en fait, c'est même plus une démarche qui est de présentation. Non, tu lui as rendu service. C'est une démarche de tu me le présentes pour que je l'achète et que je le montre. Exactement. Et c'est la même chose pour LinkedIn, en fait. C'est pareil. Quand tu fais la publication d'un post, certes, il y a une idée que tu partages, mais le but, c'est pas d'obtenir des likes. Ce qui fait le plus plaisir, c'est quand on republie ton post. Alors, quand on republie le post, quand les commentaires que les gens font sur le post ou en le republiant sont pertinents par rapport au post. 1, ils ont compris. 2, ils ont aimé. Génial. Ouais, là, je trouve ça génial. Et il y a un truc aussi qui me hérisse sur LinkedIn, c'est les gens qui disent « Oui, j'ai déjà vu ça il y a 1 an, il y a 2 ans. » Il y a 22 millions de personnes qui regardent LinkedIn. Et dans le meilleur des cas, votre post, il a fait 10 000, 20 000, 30 000 impressions. Tous les autres, ils n'en ont pas bénéficié. Vous avez un truc qui marche, mais republiez-le 10 fois. L'algorithme le présentera à 10 nouvelles personnes. Ça veut dire qu'il y a des centaines, des milliers de personnes supplémentaires qui vont aimer ça et qui vont avoir une meilleure journée, qui vont avoir un peu plus de fun, un peu plus de trucs sympas.
Donc faites-le, il ne faut pas hésiter. Je vais te donner un fun fact sur LinkedIn. Mes 2 meilleurs amis sont des jumeaux. Des jumeaux? Des jumeaux, ouais. Excellent. Et en fait, au mariage du coup de Maxime, tu as des gens qui venaient de partout. Donc, tu avais des gens de Boston, d'Inde. Quentin, il était de Bruxelles. Sa nana était de Finlande. Et en fait, l'après-midi, tu vois, on est en train de chiller avant que le mariage réellement commence. Et tout le monde était un peu en train de bosser puisque c'était le vendredi après-midi. Et on disait sur les ordi, et je leur dis, ça vous dérange, j'ai un truc que je voudrais faire depuis un certain temps. Et j'ai pris les LinkedIn de chacun et j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait dans le feed. Et ben la façon dont le feed t'alimente en information, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vraiment, tu as un aspect culturel de la proposition de contenu. En France, on est très centré sur le bien-être personnel, sur la pensée personnelle. Tu prends le LinkedIn américain de William, qui était du coup à Boston, t'as l'impression que c'est une publicité Salesforce, mais en continu. C'est-à-dire que tous les mecs te prônent leur boîte plutôt que de prôner ce qu'ils font. Les Anglais, pour le coup, eux, c'était beaucoup plus soft. C'est très à l'anglaise, tu vois, c'est un peu détourné si on te présente le truc. Ouais, tout à fait. Et en fait, j'ai vraiment été complètement interloqué par le fait qu'effectivement, combien de fois tu prends des posts américains qui sont repostés en France et qui ne te font pas autant de vues que le post initial. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même démarche. La culture n'est pas la même. Et quand j'ai regardé le LinkedIn français, parce que ça, c'était du coup, il y a un... Ils sont mariés il y a 2 ans. Putain, je vais me prendre des baffes. Ça coupait au monde. Voilà. C'était le début, tu sais, de tous ces posts où tu disais, moi, il m'arrive ça en perso, moi, je pense ci, moi, je pense ça. Et t'as eu plein de gens. Et là, j'ai pris ce constat. Mais effectivement, tu as vraiment un aspect culturel, même très dans l'algorithme, qui est ultra fort. Mais l'algorithme, il t'envoie ce que tu as envie de ce que tu as envie de voir. Hein. Mais tu regardes le TikTok français, le TikTok philippin, le TikTok allemand, c'est pas les mêmes. Le LinkedIn allemand n'est pas le même non plus. Le LinkedIn belge, il est proche, mais pas tant que ça. Tu vois des trucs qui sortent pas. Donc, alors moi, j'ai aussi ce défaut, c'est que je suis extrêmement multiculturel. Okay. Parce que comme ça, j'ai l'air de ce que je ne suis pas en fait. J'ai l'air d'un bonhomme, du boomer de base, blanc, machin et tout, mais en fait, c'est pas du tout moi derrière. Donc, quand on me perçoit comme ça, il y a toujours une espèce de dissonance cognitive qui fait que j'ai un peu de mal à vraiment réaliser. Et c'est vrai que j'ai tendance à avoir cette espèce de multiculturalité qui intervient dans tout ce que je dis et dans tout ce que je fais. Donc, il y a des fois des choses qui accrochent vraiment, et des fois des choses qui n'accrochent pas du tout. Je ne comprends pas. Et alors c'est pour ça aussi que j'ai commencé à une époque, mais je ne le fais plus maintenant, à segmenter un peu cet aspect multiculturel selon les médias. Je faisais un truc sur Twitter, un truc sur LinkedIn, un truc sur Facebook, je ne faisais pas les mêmes. Et puis finalement c'est compliqué parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et qu'on n'a que 24 heures par jour. Voilà. Donc ouais. Mais je suis d'accord avec ça. On a un vrai souci. L'algorithme en fait te renvoie ce que les gens aiment et apprécient. J'ai 2 questions pour terminer. Ouais. Une qui s'adresse purement à la personne que tu es, l'expert aussi en IT, en informatique et en digital. La première, c'est que souvent, j'ai beau le voir autour de moi, je l'ai voulu aussi et je l'ai abandonné, c'est cette recherche de l'Eldorado, de l'outil unique qui te permet de faire ta facturation, ton marketing, ton truc, ton machin, et finalement tu te perds parce que il n'y en a aucun qui est spécialisé. Est-ce que tu penses que cet Eldorado existe et est-ce que c'est la bonne démarche dans la constitution d'une stratégie marketing? Parce que c'est vrai que souvent, en marketing, on se dit, bah attends, je vais me prendre un Salesforce, ou je vais me prendre un Monday, ou je vais me prendre un HubSpot, et finalement, ça fait tout, mais ça fait rien. Non, mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais tant qu'il n'y aura pas une énorme consolidation métier où Salesforce va commencer à racheter tous ces gens-là, et ils vont tous disparaître, et il n'y aura plus qu'un outil. Un espèce de Salesforce SAP monstrueux qui fera tout parce que les autres ont été tués. Ça n'existera pas déjà pour plusieurs raisons, parce qu'il y a les lois antitrust américaines qui sont très prégnantes là-dessus et qui vont interdire la constitution d'un outil unique et homogène et surtout hégémonique. Et ensuite, parce qu'il y aura toujours un gars qui va repérer un point de douleur quelque part, qui va créer un petit truc, qui va monter très vite. L'exemple de Slack. Slack, c'est une bêtise montée par des gars dans une boîte qui ont l'habitude d'en monter une tous les 6 mois, et c'est la seule qui a vraiment marché, toutes les autres n'ont pas marché. Et ça, c'est vraiment... Ça va continuer à exister. Il y aura toujours un point de douleur qui se sera créé pour des raisons culturelles, économiques, sociales, à un moment donné, qui va être résolu par un nouvel outil, qui va monter. Donc on n'aura jamais
la pierre philosophale de la gestion globale de l'entreprise. Ça n'existera jamais. Avec des 80-20, si tu trouves 80%, un outil qui fait la majorité, et que, par contre tu veux continuer d'utiliser tel ou tel outil parce qu'il est vraiment super pertinent et il n'y a pas d'équivalence. Et sans compter qu'en plus, toi, tu as une expertise sur le sujet que tu as développé, tu as passé du temps dessus, la résistance au changement elle est super violente, ton cerveau va te bloquer là-dessus, il va t'obliger à continuer à utiliser cet outil que tu connais bien et à pas passer de temps sur le nouvel outil dont tout le monde te dit du bien et sur lequel tu vas passer trop de temps peut-être sans trop y arriver. Donc entre toi, le comportement que tu as, qui est vraiment incrusté, induit, le comportement de tes proches, tu utilises un nouvel outil, tu es le seul. Ça va être compliqué à montrer à tout le monde, sauf si c'est vraiment un outil métier super vertical. Et puis l'industrie elle-même, qui a tendance à laisser s'aimer des nouveaux produits, à laisser survivre, parce que tu as toujours des investisseurs qui vont se dire il y a de l'argent à faire dedans, hop, je mets et ça va monter. Il est très peu probable que tout ça arrive. Donc en fait, ce que je dis, moi ce que je suggère, c'est que vraiment on développe sa curiosité et sa capacité à apprendre très vite. C'est la seule chose. Ceux qui vont s'en sortir dans le futur, et là on peut même parler d'IA, de machin, de toutes ces bêtises-là, c'est ceux qui vont être les plus curieux, les plus réactifs, qui vont apprendre le plus vite et qui vont être capables de passer très vite à autre chose sans que ça leur pose de vrais problèmes cognitifs. Et du coup, tu es très très fort. Tu es très très fort parce que ma deuxième question, je ne l'ai sais connaître, je ne sais pas. Vas-y. Parce que du coup, la saison future sera complètement dédiée aux alternants. Ouais. Donc, je l'annonce dans ton podcast. Concrètement, ce qu'on va commencer là à la rentrée sur les nouveaux podcasts, ça va être d'être un podcast en parallèle pour les apprentis par rapport à ce que les écoles leur apprennent, sauf que pour que le programme soit mis dans une école, c'est 2 ou 3 ans d'études. Ouais. Donc quand il arrive dans les oreilles de l'élève, c'est déjà obsolète. C'est déjà obsolète. Ouais, on est d'accord. Donc l'idée, ça va être de vraiment créer des podcasts hyper spécialisés et qui sont dans la veine de ce qu'on fait aujourd'hui, à orientation des apprentis. Et donc la question, qui était la deuxième question que je vais te poser, c'est quel serait le conseil que tu peux donner à ces jeunes par rapport au parcours que tu as eu et par rapport à tous ces stéréotypes que tu as pétés pour finalement quand même réussir. Alors, non mais la circonstance est folle parce que j'ai un fils, et mon fils est en école d'ingé, 2e année, là il attaque sa 3e année, il a décidé de faire sa 3e année en alternance. Donc je suis vraiment dans le mood. Donc en fait, quel conseil je vais pouvoir donner à mon fils, quoi? C'est ça. C'est à peu près ça. C'est l'idée. Yes, Laurent, si tu nous vois. Alors, quoi dire? Écoute, c'est ce que je disais avant, c'est développer votre curiosité. Alors c'est plus facile pour des ingés parce qu'on leur demande d'être un peu réactifs et les technologies évoluent vite, mais développez votre curiosité, développez vos capacités d'apprentissage, soyez curieux, vraiment curieux, curieux au sens intéressé par des nouvelles choses, pas curieux au sens très bizarre. Et surtout, soyez résilient. C'est-à-dire, partez du principe que même quelque chose qui est dans votre habitude, dans vos usages, apprenez à vous en séparer. En fait, je pense qu'on arrive vraiment sur une génération qui va devoir faire son deuil de beaucoup de choses. Des usages, des modes de fonctionnement, de l'éducation, etc. Mais même au niveau environnemental, au niveau sociétal, etc. L'apprentissage de l'acceptation du refus aussi. Et, exactement. Et il va falloir être capable de s'adapter très vite, d'être résilient, d'accepter d'arrêter de faire les choses qu'on faisait de façon confortable. Il va falloir apprendre à vivre dans l'inconfort. Voilà, c'est ça qu'il faut que je leur dise. C'est apprenez à vivre l'inconfort. Parce que l'inconfort amène toujours à des situations qui seront meilleures. C'est moi ce que j'ai vécu. Au départ, c'est un peu dur. C'est moi ce que j'ai vécu, c'est pas français ça. Mais c'est ce que j'ai vécu. Et franchement, dire aux jeunes alternants ce que vos parents vous ont appris, ce que vous avez entendu de ce qu'est la société, c'est quelque chose qui va être complètement obsolète, qu'il est déjà d'ailleurs pour ceux qui sont les plus en pointe et les plus en avance. Et si moi j'ai réussi ce que j'ai réussi et si j'ai pu faire tout ça, c'est parce que je me suis constamment, mais sans faire d'efforts, j'ai la chance de ne pas avoir fait d'efforts pour ça, je me suis constamment remis en question, j'ai constamment changé et j'ai réussi à m'adapter très vite. Les premiers temps, quand on change complètement d'orientation, c'est très stressant, c'est très perturbant, on n'a pas de repères, on n'a rien, mais pour les meilleurs d'entre eux, pour ceux qui sont le plus adaptables et qui se seront surtout entraînés à cette méthodologie, ça va être de plus en plus simple.
tous les 3 ans. Première année, vous prenez possession. Deuxième année, vous scalez. Troisième année, vous trouvez la méthode pour pouvoir transférer ça à quelqu'un d'autre et passer à une 4e année sur un nouveau projet, un nouveau outil, un nouveau système, etc. C'est clair qu'on est en plein dans une vague de sociologie parce que toute la nouvelle génération, on leur a menti. On leur a menti sur un monde qui était très... En fait, on leur a pas menti. C'est comme moi, si tu veux. Moi, je suis d'une génération où tu brûles du gazole, tu brûles l'électricité, tu es dans une structure consumériste au maximum et tout. On ne nous a pas dit que c'était mal. On s'en doutait même pas, en fait. Et quand on a commencé à s'en douter, pour les plus informés, parce qu'on a beau nous dire, dans les années 70, un tel a dit ça, il n'y avait pas Internet à l'époque. Tu n'avais pas le bon magazine, la bonne étude, le bon bouquin, tu n'avais pas ça à la télévision. C'était même pas là-dessus où je voulais aller, c'était sur la partie complètement éducation. Je pense que tu parles des parents. Ouais, l'étude sociologique que tu as eue, dont je te parle, c'est celle où on disait, voilà, les arrière-grands-parents, ils ont fait la Seconde Guerre mondiale. Les grands-parents, derrière, ils n'ont pas voulu revivre la même chose, ils ont fait de la construction, ils ont souffert, ce qui fait que tes parents, ils n'ont pas voulu reproduire la même chose. Moi, j'ai vécu ça. Donc, moi, j'ai des grands-parents moi, j'ai des grands-parents des deux côtés qui ont beaucoup souffert des guerres. Alors, je passe des déportés, les machins, etc., et de ceux qui ont crevé de faim parce qu'ils étaient abandonnés par la France, mais en gros, c'est ça. Ils ont beaucoup souffert. Quand ils sont arrivés, c'était vraiment des écureuils, quoi, à fond. Il fallait tout mettre de côté, on faisait attention à tout et tout. Ils ont fait des enfants qui se sont dit, mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est les 30 glorieux. Tout est abondant. Donc, on dépense, on claque et tout. On fait exactement le contraire de ce qu'ont vécu nos parents. Et nous, on est arrivés là-dedans en se disant, on se doute que ça va pas être aussi simple, parce qu'on est les premiers à avoir entendu parler du chômage. Je traverse la rue, je trouve du boulot. Moi, je l'ai connu jusqu'à l'âge de 20-25 ans. À 30 ans, c'était fini. Et ça a été compliqué d'expliquer, de comprendre que nos enfants allaient arriver là-dedans. Peut-être que j'aurais réfléchi, si j'avais eu 20 ans de recul, à faire peut-être moins d'enfants ou pas d'enfants, parce que je ne sais même pas quel avenir leur donner. Et maintenant, j'arrive à cette génération-là qui, par contre, est extrêmement pragmatique. Moi, mes 2 petits, les 2 plus jeunes, sont des gens qui sont extrêmement pragmatiques. Ils ont une vision de leur avenir qui est très acérée, très aiguë, et ils prennent des décisions qui sont, même sur le plan collégial, entre eux, entre amis, etc., qui sont très pertinentes par rapport à l'environnement. C'est des gens qui sont adultes bien plus que nous le sommes, nous, leurs parents. Et moi, je suis admiratif de ça. Moi, je regarde mes enfants, mais je suis sur le cul à chaque fois, pardonnez l'expression, mais à chaque fois qu'ils parlent, à chaque fois qu'ils s'expriment, je me dis, mais en fait, j'ai rien à t'apprendre, quoi. Donc j'écoute ce qu'ils disent parce qu'ils ont une meilleure acuité que moi, parce qu'ils manipulent plus d'informations que moi, et parce que moi j'ai encore des acquis et des trucs que je traîne comme des boulets derrière moi, sans pour autant déconstruire, j'ai horreur de ce mot. Mais c'est vrai qu'ils ont une vision sur le futur, l'avenir, la façon dont le monde va fonctionner, qui a une bien plus grande acuité que la nôtre. Alors, bien sûr, c'est faussé par le fait que ce soit des Européens et des Occidentaux. Même si je suis multiculturel. Je ne sais pas comment ça se passe en Afrique, en Amérique du Sud, en Australie, en Chine, en Asie en général, mais je pense que c'est quand même une tendance. Quand je vois les reportages concernant les jeunes un peu partout dans le monde, je sens vraiment cette prise de conscience que nous n'avons pas eue simplement parce qu'on n'avait pas l'information, que nos parents n'ont pas eu parce qu'ils ne voulaient pas et que nos grands-parents n'ont pas eu parce qu'ils avaient peur. Il y a eu la peur, il y a eu la non-volonté, il y a eu la non-connaissance et maintenant ils ont tout. Donc la moindre des choses, c'est qu'ils ne fassent pas d'erreur. Quand je te disais qu'on leur a menti, c'est-à-dire qu'on leur a menti sur le fait que toutes les portes leur sont ouvertes, notamment dans les écoles, on t'explique que tu vas sortir de l'école, tu vas gagner 40 000 Ah oui, alors ça, j'ai connu ça. Ton opinion sur justement l'aspect environnemental et la compréhension de là où ils sont nés, je suis complètement d'accord avec toi. Et je le vois chez ma sœur, ou même ma nièce qui vient de naître, qui a 2 ans, ne serait-ce que cet été, elle prend le téléphone, ne me demande pas comment elle l'a su, elle le déverrouille, elle prend la photo, elle se prend en selfie. Oui, oui. Et là, déjà, bon, bref. Mais moi, je te parlais vraiment de l'aspect, on leur a menti sur l'accès au travail, sur qu'est-ce que c'est que le travail, sur entre ce que tes parents t'ont dit et l'école t'a dit et la réalité du marché. En fait, il va y avoir des grosses baffes qui vont arriver. Mais simplement parce qu'il y a une génération de gens qui est au pouvoir dans les structures, les entreprises, les administrations et les États, qui veulent faire perdurer la légende qui veut que l'on doit travailler pour l'entreprise et que le travail est nécessaire pour vivre correctement, et que tous ces gens-là sont sur une structure qu'ils ont construite eux-mêmes et que personne ne veut scier la branche sur laquelle il est assis. Les lois qui passent le moins en France sont les lois qui mettent en cause les sénateurs et les députés dans ce qu'ils sont eux-mêmes.
tu n'arriveras pas à faire passer une loi. Non. Je vois, il y a peu de lois qui passent sur l'éducation nationale. À une époque, 60% des députés étaient de l'éducation nationale. Donc c'est compliqué de faire passer des lois qui remettent en cause une branche sur laquelle tu es assis. Tu vois, c'est compliqué. Et c'est vrai à la limite, on leur ment, mais parce que la structure leur ment, le système leur ment, parce que le système a peur de disparaître. Je vais te prendre un exemple très pertinent. Une ONG, prends une ONG. Une ONG, elle est là pour résoudre un point de douleur. Toute sa raison d'être, c'est de résoudre et de supprimer ce point de douleur. Comment se fait-il qu'il y a des ONG dans lesquelles il y a des gens qui ont travaillé, ont fait leur carrière, sont partis à la retraite et qui existent encore derrière? Parce que l'ONG a mis en place un système qui fait qu'elle doit constamment perdurer. C'est une machine sans fin. Elle ne pourra jamais résoudre le point de douleur. Et les ONG qui résolvent les points de douleur se trouvent des astuces pour éviter de mourir. Parce qu'une ONG est un organisme vivant. Et du coup, très, très souvent, maintenant, ceux qui ont le plus d'impact, c'est plus les ONG, mais c'est les startups. Et alors, sauf en France, mais la France c'est spécial. Mais bon, oui. Mais je suis d'accord. Oui, parce qu'une ONG, tu prends une ONG qui est chargée de résoudre une maladie très importante. Ça devient un objet de manipulation de masse et politique. Mais c'est pas du tout un objet qui est dans la technique. En fait, il faut voir les ONG comme ce qu'on appelle, que les complotistes appellent Big Pharma. Ce sont des gens, on trouve normal, même si on trouve normal qu'un laboratoire qui ait une molécule qui soignerait de façon extraordinaire pour pas cher une maladie, ne la sorte pas, la planque dans un coin pour vendre une molécule moins bonne qui soignerait moins bien la maladie en question. Ça, on trouve ça normal. C'est dans l'imaginaire collectif, on trouve que c'est normal. C'est inadmissible, c'est intolérable, mais ça n'étonne presque personne. C'est comme le scandale qu'il y avait eu sur les seringues qui étaient vendues à un prix qui était... Oui, mais sur les seringues, sur les opioïdes, sur tous les médicaments qui existent. Oui. Par contre, on trouve normal qu'une ONG existe depuis 40 ans sur une métrique qui aurait dû disparaître depuis très longtemps et qu'elle se contente de soulager légèrement les gens et pas de résoudre le problème. Moi je me suis fait cette réflexion, je crois qu'il y a un post sur mon blog là-dessus, je me suis fait cette réflexion à partir du moment où j'ai réalisé qu'il y a des gars qui prenaient leur retraite d'une ONG pour aller se retirer dans leur château dans la banlieue de Londres. Je me suis dit, mais attends, mais comment? C'est pas possible. Tu prends ta retraite d'une ONG, tu devrais y habiter dans une yourte, quelque part au Kyrgyzstan, mais pas dans un château dans la banlieue de Londres. À quel moment l'ONG... Enfin, là, ça a vrillé dans mon cerveau. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Regarde, il y a des exemples comme Patagonia. Oui, mais Patagonia, regarde ce qu'il en a fait. Alors, il y a toujours des exemples comme, il y en a 1, 2 maximum, et 300 qui vont te dire exactement le contraire. Parce que moi, je suis contre. Alors là, je vais dire un truc que personne ne va aimer. Là, on va me jeter des cailloux. Heureusement qu'on est en podcast. Je suis profondément contre le bénévolat. Le bénévolat, c'est 1, du travail gratuit. 2, c'est quelque chose qui empêche le travail payant d'être activé. Quand en plus tu t'aperçois que sur les 6 millions de bénévoles, 6 millions quand même en France, 6 millions de bénévoles en France, ou même plus maintenant, il y a quand même plus de la moitié qui sont retraités. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin normalement de créer ce taf. Et ce taf qu'ils font, ils le prennent à quelqu'un qui pourrait en faire un vrai métier. Donc je ne vais pas parler de chômage, etc. Mais on a un vrai sujet. Quand tu vois qu'une boîte comme la Croix-Rouge, elle a 200 ou 300 salariés et des milliers de bénévoles. Ces milliers de bénévoles, ils sont là parce qu'il y a une carence quelque part, parce qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qu'il y a des problèmes. Mais cette carence, elle est régalienne, c'est à l'État d'empêcher ce genre de situation, puisqu'on est dans l'État-providence en France, ou alors à l'économie aux États-Unis d'empêcher ce genre de situation pour donner à tout le monde la possibilité de faire ce que veut le système, c'est-à-dire travailler, gagner de l'argent, etc. Donc si les bénévoles existent, c'est parce qu'il y a une carence. Ce podcast se barre en sucette. Non, je suis désolé, mais il ne faut pas me lancer. Tu me dis cut, pas à autre chose. Donc si tu veux, le bénévolat, pour moi, c'est le dernier avatar de tout ce qu'on a de pire. On crée des bénévoles parce qu'en fait, on ne sait pas rémunérer correctement les gens. Et quand j'entends le discours, parce que la phrase qui vient derrière, c'est « Oui, mais tu comprends, si on arrête le bénévole, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Eh bien, on les verra dans la rue. Et là, on aura conscience qu'il y a des gens qui crèvent de faim, qu'il y a des gens qui sont malades, qu'il y a des gens qui sont pas, qu'on n'occupe pas, que les clubs de sport, les gamins, ils en font plus. On aura conscience de ça. On va galérer, on va mettre 10, 15, 20 ans à trouver des gens qu'on va rémunérer pour faire ça, effectivement. Et puis après, c'est s'occuper des gens qui, parfois, n'en ont pas envie. Mais oui. Fabrice, qui était là, qui oui. dit tout à l'heure. Oui. Fabrice, du coup, pour la présentation, c'est un SDF qui est devant l'agence depuis quasiment 2 ans.
Et en fait, un jour, je me fais voler mon vélo dans l'agence, bref. Et je sors et il me voit emmerder. Il fait qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me faire tirer le vélo dans l'agence. Puis il rigole. Et de là, en fait, en déconnant, je lui dis bon, écoute, tu vas devenir mon nouveau service de sécurité. Et en échange, tu as le café et l'électricité à la maison. Et on venait de créer un emploi qui n'était pas du bénévolat, c'est un échange de marchandises. Et en fait, le temps a fait qu'on s'est super bien entendu. Donc des fois, il se retrouve déguisé en ambulancier parce qu'on a fini un spot publicitaire avec un ambulancier. Donc on lui file la tenue. Il est en ambulancier. Très sympa. Et en papotant avec lui, je lui dis mais pourquoi t'as pas de logement? Pourquoi t'es dans la rue? Il me fait mais je suis bien dans la rue en fait. J'ai pas envie d'y être. Et tu parles avec lui et en fait il t'explique effectivement qu'il y a des logements. Sauf que comme il a plus de 50 ans, qu'il est sans enfant, et qu'il est masculin, il n'est pas prioritaire. Il est dans un dortoir où ils sont 12 personnes, et il te dit, moi j'ai toute ma tête, mais t'as des timbrés, t'as des fous, t'as des toxicos. Sa vie peut être dangereuse. Et il dit, mais moi je suis mieux dans la rue, là, à l'abri, en face de l'agence. En plus, il n'y a que des gens comme toi qui viennent, qui me donnent des trucs. Tu vois, un truc con, la dernière fois, je fais une côte de bœuf avec un client dans la rue au-dessus. Côte de bœuf très copieuse, on passe un très bon moment. Ce qu'il est resté de la côte de bœuf, j'ai demandé dans une boîte et qu'ils me remettent un peu de sauce et des pommes de terre. Et Fabrice, ce soir, il s'est fait une côte de bœuf. Oui, et en fait, comprends ça. Des fois, c'est aussi foutre son nez dans les relations et dans oui, mais si tu remontes un peu en arrière, tu t'aperçois que Fabrice, en fait, au moment où ça a basculé pour lui, il n'avait pas forcément envie que ça bascule. Et après, il est dans une forme de syndrome de Stockholm où le cerveau étant ce qu'il est, c'est plus sécurisant d'être dans un environnement qu'on maîtrise plutôt que dans un environnement dans lequel on ne va pas se sentir bien. Et je peux te dire qu'avec l'âge et les vicissitudes, c'est encore plus compliqué de remonter en arrière. Donc en fait, il aurait fallu qu'il ne bascule pas là-dedans. Et la question, c'est pourquoi il a basculé là-dedans? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il passe parce qu'il n'est pas dans cette situation-là depuis l'âge de 20 ans. Non. C'est arrivé à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment l'État, parce que c'est l'État qui régule tout en France. Là, on va rentrer dans un autre sujet. Ou alors sortie de prison sans normalement, il finit dans la rue. Oui, mais comment il est arrivé en prison? Il ne s'est pas dit un matin, je vais faire une connerie, je vais faire exprès de faire cette connerie. Il l'a pas fait. Il y a une situation qui l'a amené là-dedans. Je ne parle même pas du fait qu'il soit allé en prison ou pas. C'est la sortie de prison. Et bien la sortie, normalement, il doit être accompagné. Il doit être, et on doit lui donner peut-être, l'administration est là pour ça, lui donner des emplois réservés où il sera encadré pour reprendre le pas, etc. Et donc on en revient, c'est pas la Croix-Rouge ou des gens qui lui donnent de la soupe. Non. C'est pas ça qui va l'aider. Non, ça peut être soit dans un pays qui est très régalien comme la France, l'État, soit dans un pays qui est très économique comme les États-Unis, les entreprises. Enfin, c'est la structure dominante qui doit prendre soin des plus faibles. Oui, tu peux faire d'intermédiaires comme les Allemands qui réinsèrent aussi les SDF dans des métiers. Parce qu'on est dans une structure intermédiaire entre l'État et l'entreprise. Quand tu vois les lenders et la façon dont ça fonctionne, l'Allemagne est dans un état intermédiaire. Mais à un moment donné, tu vois qui sont les plus faibles de chez toi et tu les amènes le plus haut possible. Pour nous, les plus faibles, c'est quoi? C'est souvent les enfants, parce qu'on doute bien que le petit homme, c'est quelqu'un qui ne peut pas tout de suite gagner de l'argent et vivre. Donc, on le considère comme étant le plus faible, et lui, on en prend soin, on en prend charge. Dès qu'il devient adulte, démerde-toi. C'est aussi la femme seule, parce qu'on considère qu'on est une société extrêmement patriarcale et que la femme seule, elle est plus fragile que le reste du monde. Donc, on en prend soin. Mais tout le reste du monde, on n'en prend pas soin. Alors que des faibles et des gens fragiles à un moment donné, il y en a partout dans la société. Et le bénévolat vient poser problème par rapport à ça. Et les ONG viennent poser problème par rapport à ça parce qu'elles masquent les problèmes pour que, pour les gens qui ne sont pas dans cette situation, ce soit acceptable. Et de temps en temps, on voit une toile de tente par-ci, un gars qui galère par là, et on se dit « Ah mon Dieu !» Mais en fait, non, il y en a des milliers comme ça partout. Les ONG camouflent le système. D'où ma réflexion sur arrêter les ONG, arrêter le bénévolat, etc. Mais c'est une méta-réflexion. Là, je sors du cadre de la microsociologie. Là, je suis dans la méta-réflexion. Avant que ça coupe, conseil pour les jeunes. Conseil pour les jeunes, soyez curieux, intéressez-vous, soyez les plus early adopteurs possible de tout. Gardez-vous 10 à 20% de votre temps pour apprendre, progresser, changer d'idée, changer d'avenir. Et surtout, l'avenir, comme il sera incertain, créez votre propre certitude dans cet avenir incertain. Merci à toi.